Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, la physique du futur lumineux avec Philippe Guillemont. Pour cette 100e émission de Pile Poule, et oui, déjà 100 invités à notre émission Pile Poule depuis 2 ans et demi, je reçois Philippe Guillemont. Philippe Guillemont, bonjour. Bonjour Marc. Philippe, vous êtes physicien, mais vous êtes un physicien singulier. Vous êtes chercheur au CNRS, diplômé de l'École centrale Paris, spécialiste du chaos et de l'intelligence artificielle. Vos travaux ont débouché sur de nombreuses innovations. Vous êtes par ailleurs l'auteur de best-sellers comme Le grand virage de l'humanité, pour lequel vous étiez déjà venu à Pile Poule il y a 2 ans. Je renvoie les auditeurs et les spectateurs à ce très beau dialogue qui est toujours disponible sur podcast, sur les plateformes et sur YouTube. Et vous revenez avec un nouveau livre écrit cette fois sous forme dialoguée, très agréable à lire, mais aussi très riche, très dense, très profond. La physique du futur lumineux, dialogue entre artisans d'une science plus humaine. Et c'est aux éditions Trait Daniel. Alors, c'est un texte de philosophe ou de métaphysicien tout autant que de physicien, qui évoque irrésistiblement les dialogues du philosophe grec Platon, ou plus récemment peut-être ceux du philosophe anglais George Berkeley, qui lui aussi, d'ailleurs, voyait, comme vous, dans le monde matériel, une idéalité plutôt qu'une réalité. C'est un texte riche, foisonnant, qui remet en question toute notre vision du monde et de l'univers à la lumière, et ça c'est vraiment passionnant, à la lumière des travaux les plus récents de la physique, évidemment, que vous connaissez très bien. Alors, Philippe Guillemont, tout d'abord, rentrons directement dans le vif du sujet. L'espace et le temps dans lequel notre vie se déploie, en fait, l'espace et le temps n'existent pas. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ça? Je vais essayer. On démarre dans le bois dur, hein. Bon, c'est une vision ancestrale que les physiciens redécouvrent, hein. Et puis, le réel a-t-il besoin d'exister réellement tel qu'on le perçoit? Pas du tout. C'est plutôt naïf que de penser que le réel tel qu'on le perçoit existe tel quel. Enfin, donc, puisque on sait bien que le cerveau, c'est lui qui reconstruit. Donc, notre perception de la réalité, il n'est pas obligé de reconstruire cette perception exactement telle qu'elle existe réellement. D'ailleurs, ça ne serait pas possible de l'appréhender puisqu'il y aurait trop d'informations. Bon. Alors, pourquoi? Parce que la physique, petit à petit, a détruit la notion d'espace à travers la relativité d'Einstein, déjà, l'existence d'un espace courbe. Et je précise que quand on représente par un espace courbe, on sous-entend qu'il y aurait un espace de représentation qui, lui, ne le serait pas, et celui-là n'existe pas. Bon, donc on aurait un espace courbe
qui serait d'ailleurs troué dans les trous noirs et qui pourrait, au-delà des trous noirs, via les trous de verre, relier n'importe quel point de l'espace, ce qui est confirmé par l'existence du phénomène d'intrication qui relie directement n'importe quel point de l'espace. Et au-delà de ça, on aurait l'impossibilité de trouver un sens à l'espace en dessous d'une certaine grandeur que l'on appelle la longueur de Planck, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres. Et au-delà de ça, on aurait un espace qui serait donc non local, c'est ce que je disais tout à l'heure, à travers le phénomène d'intrication, donc un espace non local. C'est plus tout à fait de l'espace. Et En fait, un espace qui vibre. Un espace qui vibre. Philippe, je voudrais qu'on avance pas à pas parce que pour pas que nos auditeurs soient trop largués, parce il faut que ce soit progressif. Cet espace, s'il n'existe pas, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de notre cerveau, c'est le fruit de notre conscience. C'est nous qui construisons l'espace finalement dans lequel nous vivons. Alors, d'après moi, c'est notre conscience qui construit cet espace à partir d'un champ d'information, d'un univers d'information qui, lui, ne se présente pas du tout de la manière dont on perçoit l'espace. C'est-à-dire que ce champ d'information, il aurait peut-être 11 à 12 dimensions, par exemple, alors que nous, on perçoit un espace à 3 ou 4 dimensions si on rajoute le temps. Donc, la réalité serait composée de dimensions avec des temps additionnels et des dimensions d'espace additionnelles qui seraient d'ailleurs vibratoires, et donc on a du mal à se représenter, évidemment. Et notre cerveau ne peut pas faire mieux que de nous faire percevoir un sous-ensemble de cette réalité avec un nombre de dimensions plus faible et un temps n'est pas réel. Est-ce que ça veut dire que finalement on est on est bombardé d'une certaine façon? J'essaye d'être le plus simple possible. Évidemment, c'est pas forcément. On est bombardé d'une espèce d'informations, de vibrations, et que le rôle de notre cerveau, finalement, c'est de capter tout ça sous une forme que nous ne pouvons pas imaginer, et il le transforme en cet univers de l'espace et du temps dans lequel Oui. nous avons l'impression de vivre. Oui. Il fabrique une sorte de bocal dans lequel nous sommes, Alors, où nous croyons évoluer. oui, le cerveau fait une partie du travail. Attention, ce n'est pas que le cerveau, hein. Le cerveau fait une partie du travail de filtrage, d'analyse, etc., pour effectivement limiter et trier l'information qui nous parvient. Mais c'est la conscience qui fait le reste, c'est-à-dire qui transforme cette information en perception d'espace, de temps et de matière. Et il y a un indice fort de ça, c'est le principe holographique en physique, qui semble de plus en plus se confirmer comme étant réel, même si pour l'instant on est sur du théorique. Hein. Principe holographique qui nous dit que un modèle qui décrit la réalité sur une surface horizon de l'univers peut être équivalent à un modèle qui décrit cette réalité dans un volume avec en prime la gravité. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Les grands physiciens sont très fascinés par ce modèle et ne s'expliquent pas comment cette transformation a lieu. Mais si on introduit la conscience, si on différencie la conscience du cerveau, à ce moment-là, on peut attribuer à la conscience le soin de transformer, justement, de faire cette transformation d'un univers d'information qui peut très bien être sur une surface en une sensation de volume avec en prime la gravité. Alors, ce qui est vraiment fascinant, Philippe Guillemont, c'est qu'on a l'impression que actuellement, les travaux de la physique contemporaine rejoignent aussi tous les travaux des neurosciences. On recevait ici à Pilpoul, il y a quelques semaines, Lionel Nakache, qui a écrit un livre qui s'appelle Le cinéma intérieur. Il en a écrit d'autres aussi, La discrétion, etc. Et qui explique comment
le cerveau agit un peu comme un réalisateur de cinéma, c'est-à-dire que il nous projette un film qu'il invente d'une certaine façon, que nous nous projetons à nous-mêmes un film en permanence. Et est-ce que vous confirmez, on a l'impression que voilà, les études les plus poussées des différentes sciences qui étaient jusqu'à maintenant disjointes ont tendance à se rejoindre sur cette intuition, enfin, sur cette façon de voir le monde. Oui, 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 bien sûr, parce que je suis d'accord. Après, il ne faut pas tout attribuer au cerveau. Il y a un consensus de plus en plus pour attribuer au cerveau le fait de l'illusion du temps, c'est-à-dire c'est le cerveau qui créerait le temps. En fait, le physicien a découvert que le temps n'existe pas vraiment et que c'est le cerveau qui reconstruit le temps. Il y a un consensus sur le fait qu'effectivement, le cerveau joue le rôle de ce filtre qui sélectionne, qui trie la réalité, mais on n'a quand même pas résolu le fameux problème difficile de la conscience de David Chalmers. On ne sait pas comment le cerveau ferait pour créer la conscience. Et ça, c'est une erreur. Je pense que c'est même de la pensée magique, hein, que de considérer que le cerveau pourrait fabriquer la conscience. On ne sait pas comment un cerveau pourrait transformer l'onde électromagnétique correspondant au rouge en perception du rouge. Aucune théorie n'explique l'émergence des perceptions. Absolument aucune théorie. Et en plus, bon, si on fouille dans le détail, ça ne tient pas la route. Si on considère par exemple la théorie de l'école française ou de l'émergence de la conscience à partir des interactions entre différents lobes du cerveau qui commencent à devenir globales, ça ne fonctionne pas. Par exemple, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est lorsque le cerveau est éteint, plutôt que a tendance à s'éteindre, que la conscience, au contraire, elle a tendance au contraire à devenir plus puissante, augmenter ses perceptions. Donc il y a tout un tas de paradoxes, d'incohérences dans la théorie qui relève de la pensée magique, je le dis, hein, et qui est extrêmement naïve en fait, et qui consiste à penser que le cerveau produirait la conscience. Ça, j'insiste dessus. Et Philippe Guillemot, en vous écoutant, j'ai la réflexion suivante. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose que l'on sait intuitivement depuis très longtemps? Parce que se dire que un cerveau, des synapses secrètes de la pensée, ce serait un peu comme se dire finalement qu'un ordinateur se met à voilà, sécréter de la pensée, etc. Un ordinateur, si vous lui injectez pas un programme voilà, et pour le faire fonctionner, il sera toujours inerte. Donc finalement, est-ce que c'est pas une idée relativement simple que vous avez retrouvée? Ce qui ne veut pas Oui, dire qu'elle soit évidente, mais assez simple. oui, c'est une idée, on va dire, animiste, quasiment. C'est une idée qui existe déjà depuis des millénaires. Puis on la retrouve dans l'Advaita Vedanta, on la retrouve dans toutes les traditions chez les sages anciens, Dans la Kabbale aussi, on la retrouve. Kabbale, même chez Platon, hein, avec l'allégorie de la caverne. Et puis, pour moi, moi, j'ai découvert ça tout à fait rationnellement dans mon existence d'ingénieur en intelligence artificielle, puisque j'ai fait beaucoup de développement. J'ai développé des cerveaux artificiels, des réseaux de neurones mathématiques artificiels, 10 ans avant, d'ailleurs, le deep learning. Et je me suis rendu compte qu'il était impossible que qu'un cerveau, en tout cas, reconstruise l'information correspondant à une image visuelle. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, un cerveau ne peut pas produire la conscience tout simplement à cause de quelque chose d'imparable, c'est que l'information, à partir du moment où elle est triturée par le cerveau, elle est perdue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire l'information d'origine. Donc si la conscience émerge
à partir des interactions entre les différents lobes cérébraux, elle perd l'information et elle ne peut pas reconstruire la vision. Elle peut procéder à tout un tas d'opérations fondamentales, analyse, compréhension, etc., savoir comment se comporter face à la réalité, c'est-à-dire que nous sommes embarqués dans une réalité devant laquelle il faut pouvoir se comporter intelligemment pour manière s'adapter à la société, comprendre ce qui se passe. Ça, le cerveau, il fait tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, la vision ne peut pas être construite par le cerveau. Cela nous est confirmé par les expériences de mort imminente, toutes les sorties de corps, etc., mais aussi par toutes les capacités de la conscience relative aux perceptions extrasensorielles. Donc, voilà, donc il ne faut pas se tromper. Le cerveau, il fait des choses absolument magnifiques, fondamentales, considérables. Le travail des neuroscientifiques est absolument merveilleux, mais le neuroscientifique ne devrait pas aller au-delà d'une certaine limite de compréhension et qui concerne les qualia, c'est-à-dire l'émergence des perceptions. Voilà. Et il n'y a pas d'émergence des perceptions, en fait, c'est tout simplement le fait que le vide lui-même correspond à la conscience. C'est-à-dire que la conscience, ça n'est rien d'autre que l'espace, c'est-à-dire ce fameux espace qui n'existe pas en réalité, il existe parce que c'est tout simplement la conscience de l'espace. Et lorsqu'on dit que l'espace vibre, c'est la conscience de l'espace qui vibre. Et les perceptions sont relatives aux vibrations du vide. Voilà. Si vous réécriviez la Bible, ou si vous écriviez la Bible de Guillemot, j'ai l'impression que la première phrase, ce serait au commencement était la conscience. Ou plus exactement, comme le temps n'existe pas, au commencement est la conscience. Est-ce que ce Oui, serait à peu près ça? oui, mais c'est pas la Bible de Guillemot, c'est la Bible de Descartes. Hein. C'est Descartes qui a été déformé par les anglo-saxons, au point qu'on a fini par adopter l'interprétation anglo-saxonne de Descartes. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, donc je suis, ça veut dire « je pense, donc je suis conscient ». C'est Descartes qui avait mis la conscience au premier plan. Mais ça n'a pas été interprété comme ça par la suite, parce qu'on s'est servi d'un autre aspect de ces travaux, qui était très mécaniste, pour tout réduire, pour rentrer dans un réductionnisme tout à fait anglo-saxon, d'ailleurs, par nature, et qui a supprimé tout ce qui, chez Descartes, était finalement le plus intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il mettait la conscience au premier plan, d'une part. Et ça va très loin, puisque Descartes a émis même une théorie de l'espace pour expliquer la gravité, qui était la fameuse théorie des tourbillons de Descartes, qu'on est en train de redécouvrir petit à petit, parce qu'on s'aperçoit que la gravité n'est pas quelque chose, n'est pas une force, et que c'est quelque chose qui n'est pas ésotérique, c'est pas quelque chose, il n'y a pas d'action à distance, il n'y a pas d'attraction gravitationnelle, il y a simplement le fait que le vide est une sorte de substance qui est probablement en rotation, et c'est l'effet de tout ça, alors qu'on l'appelle le vide, l'éther, tout ce qu'on veut. Et c'est probablement ça qui créerait la gravité. On s'en rend compte parce que la théorie le principe holographique nous permet d'envisager la possibilité que la gravité soit justement produite par la reconstruction de l'espace qui est fait par la conscience. Et donc, il y aurait un lien entre la conscience, le vide, l'éther, et ce seraient les tourbillons au sein de cette substance qui engendrerait la gravité. Et vous dites, enfin, vous écrivez, Philippe Guillemot, dans ce livre, hein, la physique du futur lumineux. On expliquera après ce que c'est que ce futur lumineux. On parlera de l'avenir, mais pour l'instant, on est un peu dans la racine, je dirais. Vous écrivez, et ça pourrait être la deuxième phrase de votre Bible. Hein. La première, c'est au commencement est la conscience, et vous écrivez « La conscience engendre le temps, l'espace et la matière à partir des vibrations, d'informations et d'énergie. » Oui. Ça pourrait être, voilà, la création du monde, selon vous, ça pourrait être ça.
Oui, Je vais mais un peu c'est loin, hein, pas, parce que c'est des interprétations un peu personnelles, peut-être. c'est c'est pas du guillemot, c'est de la physique fondamentale. N'importe quel physicien vous le dira. On ne sait pas objectiver l'espace, le temps et la matière. On s'est rendu compte que la matière se réduit à des vibrations. On modélise très bien la matière à partir de vibrations. Le modèle de l'atome de Bohr n'existe pas. C'est pas réel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, l'espace n'est pas de l'espace, le temps n'est pas du temps. Et par contre, ce qu'on objective en physique, c'est toutes les mesures sont faites par ce qu'on on mesure bel et bien des vibrations, on mesure bel et bien des fréquences, des spectres, etc. Et on acquiert bel et bien de l'information. D'accord. Et l'énergie, c'est quelque chose de tout à fait mesurable. Donc, énergie, information, vibration, ça, c'est objectif, c'est réel, ça correspond à la mesure. D'accord. Et c'est ce qui se conserve en plus. Enfin, l'information, pas trop, mais l'énergie, oui. Donc, si on veut, on peut se contenter de faire de la physique à partir d'énergie, d'information et de vibration. Et l'espace, le temps et la matière, c'est quelque chose qui devient subjectif. Ça renverse complètement la statue de la connaissance, hein. Mm. Ça Est-ce que renverse même la notion de subjectivité et d'objectivité. est-ce que vous êtes sûr que tous les physiciens, vous parliez des physiciens, que tous les physiciens maintenant sont d'accord là-dessus? C'est-à-dire que la Oui, conscience, qui est vibration, information, énergie, etc., tous ceux qui connaissent un peu la physique contemporaine, la physique quantique, la relativité, ce qui n'est pas mon cas, mais on peut imaginer qu'ils soient d'accord avec ça, mais que finalement, que ce soit la conscience qui engendre le temps, la matière, l'espace, ça, est-ce que tout le monde est d'accord maintenant dans pas le monde tout, de la physique? parce que les physiciens, ils ont des modèles, ils ont des équations, donc ils sont attachés à leurs équations. Et à ce sujet, il faut rappeler que les équations sont fondées sur des dogmes et que ces dogmes ont été remis en question. Les physiciens, disons que les physiciens les plus en vue, alors citons par exemple Carlo Rovelli, hein, dit lui-même que l'espace et le temps sont émergents. Ce ne sont pas des choses qui existent réellement, ce sont des choses qui émergent, ce ne sont pas des réalités fondamentales. Au niveau les vibrations, information, énergie sont plus fondamentales que l'espace et la matière qui émergent. Et je rappelle que le modèle holographique nous permet de mieux appréhender cette notion d'émergence. Il y a quelque chose qui émerge et qui est de l'ordre de la conscience du temps, de l'espace et de la matière, à partir de choses objectives qui, elles, sont fondamentales et qui sont de l'ordre de la vibration, de l'information et de l'énergie. Ouais. Si on conserve la notion d'espace, c'est parce qu'on a un modèle qui nous empêche de nous en passer. C'est uniquement pour ça. Mais bon, moi aussi, je reste attaché à l'espace. Toute la physique est fondée sur des équations qui ont besoin de l'espace. Le problème, c'est que ce sont des équations du temps et on sait que le temps n'existe pas. Voilà. Quand je dis le temps n'existe pas, ça veut dire que le temps n'est pas le créateur du futur qui vient. Le futur qui vient est déjà réalisé. Et du coup, la causalité n'est pas dépendante du temps. La causalité est indépendante du temps. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il faut remettre en question. Mais évidemment, comme on les a appris à l'école, c'est très fortement ancré dans notre vision de la réalité et on a du mal à s'en sortir. Est-ce qu'il ne faut pas est-ce qu'il faut pas dépasser une espèce de vision naturelle qu'on a, parce qu'on l'a appris à l'école, mais aussi c'est notre façon de percevoir le monde pour agir sur le monde. Donc, d'une certaine façon, on est quand même un peu prisonnier de ça. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, bon, bah, Guillemot a dit que le temps n'existait plus, que l'espace n'existait plus. Moi, je vais vivre en dehors du temps et de l'espace. C'est on a dit, moi, je ne fais que reprendre des choses qui ont été trouvées par d'autres, hein. Je ne fais que les clarifier, hein. Justement, alors c'est ça qui est important. Que vous les clarifiez et vous les rendiez perceptibles, accessifs, intuitifs. Ben, de toute façon, on va y aller parce que les instruments de réalité augmentée vont nous permettre de comprendre que le réel n'a pas besoin d'être réel pour nous paraître réel. D'accord? Vous prenez un instrument de réalité augmentée qui vous donne une vision parfaite, une audition parfaite, et bientôt
une gestuelle, de l'odorat, etc. On sait reconstruire tout ça. On va savoir le faire. Pour l'instant, on sait le faire plus ou moins approximativement, mais ça va aller très vite. Pensez aux films comme Matrix ou etc. Eh bien, on va s'apercevoir que le réel n'a pas besoin d'être réel pour être perçu comme réel, et ça va nous permettre d'intégrer le fait qu'il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. Il n'y a pas de différence ontologique entre le rêve et la réalité, autre que le fait que la réalité est une construction collective. Et on est capable d'appréhender cette construction collective à travers les jeux vidéo. Hein. On pourra même envisager une réalité augmentée collective plus tard. Pour l'instant, elle est individuelle. Mais les jeux vidéo nous permettent d'anticiper cette idée d'une réalité augmentée collective, puisque quand on fait un jeu vidéo, on est embarqué dans une réalité qui est construite par tous les joueurs, hein, et qui est cohérente. Donc, c'est la technologie qui va nous permettre, c'est pas du guillemot, c'est la technologie elle-même, les progrès de la technologie qui vont nous permettre naturellement d'appréhender cela. Parce que quand on va commencer à vivre dans des réalités qui vont nous paraître plus intéressantes, plus réelles que cette pauvre réalité triste dans laquelle on vit, parce qu'en ce moment, elle est considérée comme triste par beaucoup, là, il y aura une remise en question. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que nous vivons dans une simulation comme de grands scientifiques le proposent, parce que la théorie de la simulation ne tient pas la route, puisqu'elle pose le problème de où se trouve le simulateur. Le simulateur se trouve dans une autre réalité, alors pourquoi ne serait-elle pas elle-même simulée? Et donc la question de savoir qu'est-ce que c'est que le simulateur du simulateur du simulateur du simulateur, on n'en finit pas. Donc la théorie de la simulation ne résout pas le problème. La seule façon de résoudre le problème, c'est de faire appel à la conscience, et là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que c'est la conscience qui fait le travail de reconstruction du réel à partir d'un réel objectif qui peut aussi bien être le nôtre, notre réalité, que une réalité numérique, une personne qui on greffe, sur laquelle on greffe un monde numérique sur son cerveau, enfin, des choses comme ça. On va y avoir. Justement, alors ma prochaine question, c'est, elle est assez simple, c'est et moi dans tout ça. Ça veut dire que en vous lisant, on est fasciné par cette espèce d'aventure de la conscience qui et du cerveau qui interprète d'une certaine façon les vibrations, les informations, l'énergie dans lequel il baigne, qui en fait quelque chose. Mais moi, je suis où? Est-ce que je suis ce cerveau ou est-ce que je suis cette conscience qui englobe l'espace et qui est de nature vibratoire? Voilà, je suis où dans tout ça? Vous êtes Qui conscient d'ailleurs, de ça, pas que et moi. là, il y a un moment où il va falloir effectivement entrer dans la spiritualité, hein, parce que c'est quelque chose qui est annonciateur de la nécessité de faire évoluer la science vers une science plus grande, qui intègre donc la spiritualité. Ça va arriver tout naturellement. Aujourd'hui, la science résiste à ça parce qu'elle maintient un modèle à 4 dimensions de l'espace-temps dont on sait qu'il est faux. Les occasions d'élargir ce champ en intégrant des temps supplémentaires, des vibrations supplémentaires, des dimensions supplémentaires, elles existent depuis très longtemps, depuis la théorie des cordes, il y a plein d'autres théories. Et ça c'est absolument inévitable. Hein. Moi, j'essaye de montrer à travers mes écrits qu'un modèle global de l'espace-temps à 11 ou 12 dimensions est beaucoup plus cohérent, rationnel et même cartésien que le modèle standard actuel à 4 dimensions. Donc, on va y avoir droit. Il y a une résistance qui est tout à fait normale, qui vient du fait que les physiciens ont besoin d'outils. Et pour l'instant, leurs outils dépendent trop du facteur temps et dépendent trop de la notion d'espace. Mais ça c'est devenu extrêmement étriqué et ça s'effrite, hein. Ça ne marche plus. Ça fait des décennies que on n'arrive pas à interpréter correctement la physique parce qu'on veut rester dans un modèle matérialiste.
mais c'est le fait de renverser la statue de la connaissance et de partir de la conscience qui va nous permettre d'interpréter correctement la physique. Et à ce sujet-là, si moi, personnellement, j'ai une vision qui est beaucoup plus large, beaucoup plus cohérente du réel que la vision qui est proposée par les autres physiciens, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, hein. C'est juste parce que je pars du bon principe, c'est-à-dire je pars de la conscience, c'est-à-dire je pars de l'information, de la vibration, de l'énergie pour arriver à comprendre le réel. Et du coup, j'ai une vision intuitive de la physique. Je n'ai pas le problème, par exemple, je n'ai pas de problème pour concilier la relativité générale et la mécanique quantique. Je n'ai pas de problème pour interpréter la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il y a des mystères en physique qu'on peut résoudre très simplement, en renversant notre perception du réel en partant de la conscience. Mais Philippe, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, moi, dans tout ça. Est-ce que je suis, voilà, est-ce que je suis un cerveau ou est-ce que je suis la conscience? Vous parlez du moi et du ça d'ailleurs, et du moi et du soi dans dans votre très beau livre. Euh, qu'est-ce que je suis, moi, je suis? Est-ce que je suis ce cerveau matériel, mais le matériel n'existe pas, ou est-ce que je suis cette conscience, mais cette conscience, elle est partout? Donc, je suis un peu paumé, quoi, pour tout le dire. J'ai voulu préparer ma réponse. Je vous ai dit, vous êtes cette conscience. D'accord, mais il faut y aller doucement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas. Je ne sais pas qui regarde votre émission, mais bon, il y a peut-être beaucoup de matérialistes. Donc, il ne faut pas trop, il faut y aller doucement avec eux, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes votre conscience et évidemment, si vous partez d'un modèle de l'espace-temps où le futur est déjà réalisé, etc., où votre vie continue d'exister après votre mort, en quelque sorte, vous êtes rapidement amené à considérer que la vie est une incarnation de la conscience. Très rapidement, c'est la logique même qui vous invite à le faire, hein, mais simplement, il faut être prudent là-dessus. Bon. Et donc, nous sommes plus grands que notre conscience, c'est-à-dire que nous n'avons pas une seule vie, mais nous avons de multiples vies. Pour arriver à l'appréhender logiquement, il faut considérer la théorie de l'univers bloc d'Einstein. Et ce sont les physiciens qui prennent au sérieux la théorie de l'univers bloc d'Einstein qui deviennent d'ailleurs spiritualistes. Prenez par exemple quelqu'un comme Marc Lachiazeré. Il fait beaucoup de conférences à ce sujet, en expliquant pourquoi le temps n'existe pas et en expliquant ce qu'est l'univers bloc. Prenez Thibaut Damour, qui est probablement le numéro 1 français, médaille d'or du CNRS, le patron de l'IHES, l'institut le plus prestigieux. Bon, il est spiritualiste, il le dit discrètement. Ces gens-là ont une conception de la réalité plus large parce qu'effectivement, quand on considère l'univers bloc, on voit bien que notre futur est déjà réalisé, parce que notre vie va continuer d'exister après notre mort, mais que du coup, si on veut interpréter ça correctement, il va bien falloir soit dire on rejoue sans arrêt la même vie, ou soit dire il y a une autre conscience qui va jouer notre vie. Voilà. Et après, la question est de savoir, est-ce que cet univers bloc, il est à jamais figé, ou est-ce qu'au contraire, il peut évoluer hors du temps, parce que bon, on sait que le temps n'existe pas et que l'évolution n'est pas quelque chose qui se produit au cours du temps, mais hors du temps. C'est-à-dire, la vraie évolution, c'est un futur qui change en permanence. C'est pas le fait d'aller vers son futur, ça c'est pas une évolution, c'est le fait de parcourir quelque chose qui est déjà créé. Bon, à partir du moment où on commence à intégrer ça, on voit l'intérêt, le rôle de la conscience qui est de façonner l'univers en balayant plusieurs vies successives ou simultanées, avec une conception du réel qui se situe cette fois-ci hors du temps, en introduisant nécessairement un temps supplémentaire que j'appelle le temps cybernétique. J'ai fait des publications là-dessus, hein, des publications scientifiques. Et là, on arrive naturellement dans une conception spirituelle de la réalité, où très vite, on est amené à intégrer la notion de l'âme. L'âme, c'est-à-dire c'est cette mémoire de toutes les vies qu'on peut avoir. Et il reste juste à expliquer pourquoi, en naissant, pourquoi on oublie toute cette histoire. C'est juste, bon, mais ça, à la limite, c'est presque un détail d'arriver à expliquer pourquoi est-ce qu'à la naissance, on oublie le fait qu'on a eu d'autres vies. Ça, c'est bon. On peut aussi le considérer autrement, considérer le fait qu'à la naissance, oui, peut-être qu'on a une conscience qui émerge et que cette conscience
après la mort, elle se relie à ce fameux plus grand que nous, ce véritable état d'être qui nous caractérise. Donc voilà, mais bon, parler de ça, c'est affirmer ça de but en blanc à une personne qui est restée matérialiste jusqu'à aujourd'hui, ça va avoir du mal à passer. Oui, bien sûr, mais on est amené peu à peu, en lisant vos travaux et votre analyse de la physique contemporaine, forcément à poser ces questions, parce que c'est tout simple, hein. Si le temps n'existe pas, moi j'existe hors du temps, c'est-à-dire d'une certaine façon, j'existe de toute éternité. C'est d'une logique imparable. Exactement, c'est parfaitement bien dit, hein. Je n'aurais pas fait mieux. Si le temps n'existe pas, c'est que nous avons une existence hors du temps. Parfait. Félicitations. Alors, vous dites aussi, non, mais j'ai bien lu votre livre, hein. Je l'ai lu. Vous dites ce qui détermine ce qui va nous arriver à long terme, ce sont les vibrations de notre conscience. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que finalement, le futur n'est pas écrit. Enfin, il est écrit, en même temps, il peut bouger, si je vous ai bien compris. Et on peut agir, et la façon dont on peut agir sur le monde et sur nous-mêmes, c'est la façon dont on agit sur notre conscience, sur les vibrations de notre conscience. Donc ça veut dire qu'on a notre destin en main d'une certaine façon. Complètement. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Je ne remets pas en question, évidemment, la causalité, le déterminisme, mais bon, la causalité et le déterminisme, qui sont les dogmes de la science, sont vrais, mais partiellement, c'est-à-dire pendant un certain temps, hein. En réalité, bon, la mécanique quantique, tout d'abord, et la théorie du chaos ont mis tout ça par terre, hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de déterminisme, qu'il y a un indéterminisme à l'échelle quantique qui apparaît tout de suite, immédiatement, et qui crée un multivers, et qu'il y a aussi un indéterminisme à l'échelle macroscopique, et qui crée là aussi un multivers, pour la simple raison que l'univers ne peut pas avoir une quantité d'informations infinie. Pour la simple raison que les nombres réels, avec une infinité de chiffres après la virgule, n'existent pas dans la réalité. Le principe holographique, le principe d'indétermination d'Heisenberg en physique, et même le principe de Landor, d'autres, toute la physique crie à toutes les échelles, infiniment petit, infiniment grand, etc., que nous vivons dans un univers dont la quantité d'informations physiques, je précise bien informations physiques, est limitée. Et à partir de là, il apparaît, et ça je l'ai démontré, j'ai fait des publications dans des revues au top sommet, hein, dans Annals of Physics notamment, pour montrer ça. Il apparaît à notre échelle macroscopique, très rapidement, un multivers de possibilités. Et donc, notre avenir est décrit par la causalité seulement pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, qui est très variable, hein, c'est pour ça que ça va être suivant l'échelle, suivant tout un tas de choses, suivant la complexité, au bout d'un certain temps, il apparaît très rapidement un multivers. Et ce multivers, il se déploie extrêmement rapidement. Et à ce moment-là, puisque le futur continue normalement d'exister déjà, se pose la question de savoir mais comment est construit ce futur un peu plus lointain, puisqu'il existe déjà, d'où il vient, comment est-il créé, comment est-il sélectionné, puisque alors il y a deux façons de répondre à cette question, soit on rentre dans les théories complètement délirantes, à mon sens, du multivers physique, qui consiste à dire qu'il existerait des myriades de doubles conscients de nous-mêmes qui évolueraient dans des univers physiques situés au-delà de l'horizon cosmologique, c'est-à-dire à plus de dizaines de milliards d'années d'ici. Vous avez des gens comme Max Tegmark qui sont rentrés là-dedans. Mais ça, c'est franchement complètement indigeste et complètement ésotérique. Soit vous considérez, puisque de toute façon, cette réalité matérielle n'existe pas et que tout part de la conscience, il n'y a aucun problème à superposer tous les univers possibles. Et à partir du moment où l'espace n'est rien d'autre que la conscience, les vibrations de l'espace, alors je ne parle pas des vibrations matérielles de l'espace qui correspondent aux ondes gravitationnelles, hein. Ça, ce sont des ondes
de matière. Ce sont des ondes d'espace, mais qui sont à une échelle où le temps existe déjà, le temps est construit, ce sont des vibrations dans le temps. Moi, je vous parle de vibrations hors du temps, hein, à une échelle 20 ordres de grandeur en dessous, à l'échelle quantique. On appelle ça la gravité quantique. La gravité quantique, l'information correspondant à la gravité quantique, ce sont des vibrations d'un espace qui n'existe pas parce que c'est l'espace de la conscience, c'est la conscience elle-même, et ces vibrations de la conscience, on peut montrer, puisque là on n'est plus dans l'information physique, on peut montrer que ce sont ces vibrations de la conscience qui déterminent le futur lointain. Et du coup, bon, alors c'est un raccourci un peu rapide, mais moi je fais ce raccourci rapide pour réveiller les gens, hein, pour leur faire comprendre que il faut absolument en revenir à cette idée qui existe depuis des lustres, hein, des millénaires, que c'est bel et bien notre conscience qui construit notre réalité à long terme, c'est-à-dire que c'est ce que l'on vibre en soi qui détermine exactement ce que l'on va vivre dans le futur, pas dans le futur immédiat, mais dans un futur un peu plus lointain. Et on retrouve à ce moment-là. Mais ce qui est formidable avec ce que vous nous dites, si on y adhère, hein, parce qu'on peut ne pas y adhérer, c'est qu'on reprend la main d'une certaine façon sur son destin. On reprend la main sur son futur. Enfin, plus exactement, on a une possibilité de reprendre la main. Disons que moi, je choisis la voie rationnelle, cartésienne, voilà, hein, d'accord. La voie rationnelle, cartésienne, c'est d'aller jusqu'au bout de l'interprétation des résultats de la physique, d'accord. Donc, il faut tenir compte de ce que la physique a trouvé. La physique, elle a trouvé que le temps n'existait pas, que le futur est déjà réalisé. Elle a trouvé que à partir d'un certain, dans l'infiniment petit, le temps, l'espace-temps n'est pas encore formé, et là, on est sur une information vibratoire qui fait partie du vide, et que c'est cette information-là qui, finalement, va déterminer le cours des événements, puisque, à partir d'un certain temps, il apparaît un indéterminisme, et que si on veut, là, justement, continuer d'être rationnel et cartésien, et qu'on fait confiance aux équations jusqu'au bout, on fait confiance, hein, on fait confiance aux équations. Moi, dans mes calculs de billard, puisque j'utilise le calcul de billard pour arriver à montrer ça, je sais que ce qui va déterminer les choix ou bifurcations, lorsqu'on ne peut plus augmenter la précision sur la condition initiale au-delà d'une certaine limite, je sais que ce qui va déterminer les choix ou bifurcations, c'est quelque chose qui est de l'ordre des vibrations de l'espace. Donc, c'est ça que j'appelle aller jusqu'au bout de la rationalité. D'accord ? Donc, lorsqu'on va jusqu'au bout, on s'aperçoit que finalement, la réalité que l'on va vivre à long terme, elle ne dépend pas de la causalité et du déterminisme, elle dépend de quelque chose qui est de l'ordre des vibrations du vide. Voilà. Alors, pourquoi le vide serait-il constitué de vibrations? Ça, c'est une autre question, tout simplement parce que l'infini n'existe pas dans la réalité. Et si vous remplacez, par exemple, comme le fait la gravité quantique, si vous parlez, au lieu de parler de vibration, vous parlez de hasard, de fluctuation, de mousse quantique, etc., ça veut dire que c'est le hasard qui détermine tout, et là, vous avez une quantité d'informations infinie pour décrire ce hasard, et ça n'est pas tolérable, ça n'est pas rationnel. Par contre, si vous parlez de vibration, là, vous pouvez descendre jusque dans l'infiniment petit sans avoir besoin de rajouter d'informations, et là, au contraire, là, ça redevient clean, on arrive à faire une physique cohérente. Ouais. Voilà. Mais Donc, on ne peut pas échapper à l'idée que ce sont des vibrations du vide hors du temps qui déterminent notre futur à long terme. Je le répète, on ne peut pas échapper rationnellement à l'idée que ce sont des vibrations du vide hors du temps qui déterminent notre futur à long terme. Mais ça remet en question beaucoup de choses, pas uniquement dans la physique. Si on regarde dans la biologie, par exemple, vous remettez en question le darwinisme. En gros, le darwinisme nous dit
l'évolution des espèces, c'est une meilleure adaptation parce que par hasard, en gros, c'est pas très satisfaisant comme explication. Par hasard, un animal a découvert que avoir un grand cou, c'était mieux pour aller chercher les feuilles. Et puis, au hasard de la mutation génétique, paf, ils se sont mis à avoir des grands coups, c'est devenu des girafes. Et là, vous nous dites, mais non, il y a une espèce, enfin, si j'ai bien compris, une espèce d'attraction d'un futur biologique qui a amené les animaux à évoluer d'une certaine façon. Donc là, vous résolvez un problème qui jusqu'à maintenant n'était pas expliqué, qui n'était pas satisfaisant. Bien sûr. Le Darwin, c'est de la pensée magique. Darwin lui-même n'était pas un adepte de sa propre pensée, puisqu'il disait que si on découvre que il n'existe pas toutes les phases successives de l'évolution, si on n'arrive pas à les trouver, cette théorie serait fausse. Hein. Donc, voilà, si on fait des calculs de probabilité, on ne peut pas continuer à croire que l'évolution se produit par le hasard des mutations. Enfin, ce hasard, il a des propriétés très étranges. Hein. Donc, pour moi, Darwin, c'est de la pensée magique. On avait des circonstances atténuantes il y a 40 ans à continuer à le penser parce qu'on n'avait pas fait toutes les découvertes qu'on a fait ensuite en biologie. Et aujourd'hui, continuer à avoir une pensée darwinienne, c'est rester dans la pensée magique, dans une pensée qui est extrêmement naïve. Alors que la conscience, si on introduit la conscience en physique, effectivement, on arrive à comprendre comment se construit le futur et pourquoi le futur, effectivement, va vers finalement quelque chose de téléologique, hein, c'est-à-dire effectivement comment fait le futur, on le voit dans la nature, hein, comment est-ce que fait le futur pour aller vers l'intention, vers comment est-ce qu'une intention d'évolution arrive à être réalisée sans faire intervenir le hasard, parce que ça fait intervenir la conscience. La conscience, c'est l'intelligence. L'intelligence, elle est dans la conscience. Sans conscience, il ne peut pas y avoir d'intelligence. Il peut pas y avoir c'est la conscience qui permet de faire les choix de navigation vers le moins d'entropie. Comment est-ce que les espèces vivantes, comment est-ce que le vivant arrive à conserver son entropie faible? Ça n'a jamais été expliqué. C'est quelque chose qui est observé, mais ça n'a jamais été expliqué. Tout comme l'effet placebo. Mais si vous faites intervenir la conscience et que vous comprenez que c'est la conscience qui fait les choix, parce qu'un choix doit être fait consciemment, bien sûr, le choix d'aller vers le mieux, par exemple, là, ça va beaucoup mieux. Il est normal qu'une espèce intelligente car consciente arrive à évoluer en allant vers un avenir beaucoup plus négantropique. Bon, je ne vais pas citer tous les exemples dans la nature, comme les orchidées, par exemple, qui démontrent ça. Darwin lui-même disait qu'il avait un cauchemar. Le cauchemar de Darwin, c'était l'évolution, par exemple, d'un certain type d'orchidée, l'orchidée bourdon, je crois. On ne peut pas comprendre comment une plante arrive à simuler la forme de la femelle du bourdon, je crois, pour arriver à attirer le mâle, des choses comme ça. Et en plus son odeur, enfin, il y a toutes sortes de choses dans la nature qu'on ne peut pas expliquer en faisant intervenir le hasard. C'est juste pas possible. C'est complètement délirant. Enfin, Darwin s'est largement dépassé. Enfin, il me semble. Écoutez, Philippe, c'était passionnant. J'avais plein de questions à vous poser, mais on arrive à la fin de cette émission. Et il nous reste quand même 1 minute et demie, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, face à ce monde qui, d'une certaine façon, que vous déconstruisez devant nous, l'espace, le temps, etc., mais pour le rendre peut-être plus intuitif et plus joyeux, hein, parce que c'est Et plus rationnel. et plus lumineux, peut-être, c'est le sous-titre de votre livre. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux dans ce monde maintenant dématérialisé, je peux dire? Ben, il vous reste qu'1 minute. Hein. Il faut apprendre à se relier au soi, puisque nous ne sommes pas dans une réalité, nous avons une personnalité dans cette réalité qui est fausse, qui n'est pas notre véritable état d'être. Notre véritable état d'être, il est hors du temps. Donc il faut apprendre à s'y relier. Ça s'appelle se relier au soi. Et là aussi, je décris dans mon livre qu'est-ce que ça peut être, quelle est la résidence du soi, etc. Qu'est-ce que c'est que le hors espace-temps? Est-ce que l'univers est cyclique? Bon, et si l'univers est cyclique, est-ce qu'on n'a pas une sorte
d'autres parties de nous-mêmes qui jouent justement ce rôle qui consiste à être, et quelque chose qui a une entité qui est plus nous-mêmes que nous et qui détermine le sens de notre vie. Donc retrouver le sens, etc. Enfin, en une minute, je peux pas expliquer la rationalité de ce soi, mais ça l'est. Ce soi a une existence que l'on peut parfaitement comprendre dans une nouvelle physique qui augmente son champ d'interprétation. Voilà. Et Philippe Guillemot, en tout cas, c'est très bien expliqué dans votre livre, oui, qui évidemment qui rentre en profondeur dans toutes ces questions. Donc je rappelle, hein, la physique du futur lumineux, dialogue entre artisans d'une science plus humaine, aux éditions Trédaniel. Merci Philippe d'être venu à Pile-Poule. Merci beaucoup, merci à vous. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.